Donc après cette défaite de la RC4, Oui, RC4. on arrive progressivement vers une montée en puissance du Viet Minh assisté par la Chine maintenant communiste. Comment est-ce que le retour du Viet Minh s'est fait depuis le nord du Vietnam? Comment est-ce qu'il s'est infiltré progressivement vers Hanoï pour aller provoquer finalement cette confrontation finale de Dien Bien Phu? Comment ont évolué la situation au niveau du Viet Minh et la situation au niveau aussi du commandement de l'État du Vietnam? Voilà, avec l'appui de la Chine, la formation des 4 militaires, avec une logistique fournie par la Chine, encore par des autres pays communistes comme l'URSS, la Pologne et tout ça, l'armée communiste est devenue très importante. Et du niveau de bataillon de régiment, ils se sont formés en division. Division, c'est une grande unité commandée par un général. En France, une division est commandée par un général de division. Alors, donc les Viet Minh se sont formés en division. Il y a plusieurs divisions même, un corps d'armée. Donc, qui était en état de guérilla est devenue une guerre conventionnelle. Et une guerre conventionnelle à petite unité, bataillon, est devenue une guerre conventionnelle, mais à un niveau supérieur, comme une armée d'un pays moderne, voilà, de grand pays. Donc ces divisions-là sont bien formées en Chine, ont beaucoup d'expérience de combat, ils sont infiltrés partout au Nord-Vietnam et même au centre-Vietnam. La bataille de Dien Bien Phu, c'est l'apogée de cette évolution au Viet Minh. Mais encore, il faut se rappeler que c'est une mauvaise stratégie du général Nava à ce qui concerne Dien Bien Phu. Mais l'opinion publique, par rapport au Viet Minh et par rapport à cet état du Vietnam selon l'empereur, selon vous, comment a été partagé le peuple par rapport à l'obéissance vis-à-vis de l'empereur et l'accord, l'assentiment du Viet Minh? Le peuple, il faut départager le peuple dans les régions. Voilà. Il y a la partie occupée par le Viet Minh, c'est une partie du Nord-Vietnam, la région montagneuse, les hauts plateaux, tout ça, et le delta du Tonkin, administré par le gouvernement nationaliste. Et vous savez qu'il y a 2 parties. Donc la partie, le territoire contrôlé par le Viet Minh, bien sûr, a subi l'influence du Viet Minh. Pas entièrement, parce qu'il y a toujours des gens nationalistes qui restent là et qui n'aiment pas les communistes, mais minorité. Tandis que dans la partie gouvernée par les nationalistes, par l'administration Bodai, dans le delta du Tonkin, comme les zones du centre du Vietnam, sauf les Liet Khu. Liet Khu, c'est-à-dire les provinces de Thanh Quang et An Ha Tinh, Quang Binh, sous le contrôle communiste. C'est comme la partie montagneuse au Nord-Vietnam. Voilà. Donc, en un mot, il y a 2 zones. Voilà, la partie du territoire contrôlée par le Viet Minh, la majorité des gens doivent être soumis à la discipline du Viet Minh. Voilà, une minorité a réagi, mais n'ont pas se dresser contre le Viet Minh. Voilà. Tandis que la partie du territoire contrôlée par les Vietnamiens, ils se sont dressés contre le Viet Minh. La valse des gouverneurs, des responsables, jusqu'en 1954, après M. Son. Après M. Sun, vous allez voir
quelques premiers ministres. Tout d'abord, M. Trần Văn Hữu. Trần Văn Hữu, c'est un homme du Sud, quoi. Hein? On l'appelle du Conseil chinois. Oui, le Sud, Trần Văn Hữu, qui gouverne quelque temps. Après, c'est de la place à Nguyễn Pham Long, voilà, qui est Premier ministre. Mais il faut s'arrêter un peu avec Nguyễn Pham Long. C'est en 1950, Nguyễn Pham Long. Il a gouverné pendant 6 mois. Mais ce gouvernement est noyauté par les communistes. Le secrétaire général du gouvernement est un communiste, que je connais bien personnellement, c'est Nguyen Van Trọng, parce qu'il a travaillé avec moi au parquet général du centre de Vietnam, comme attaché du parquet. Et il a formé un petit parti politique, le Vietnam, mais il est communiste. Je ne sais pas pourquoi, un de ces jours-là, il est convoqué par Nguyen Pham Long à Saigon pour devenir le secrétaire général, agrégeant le ministre et pouvoir participer au conseil des ministres avec Nguyen Pham Long. Et en 1950, on se souvient de la manifestation de Trần Văn Hùng et tout ça là, et puis on a lâché des milliers de communistes, hein, disant qu'ils sont des résistants, mais il faut les libérer. Hein? Donc il y a un noyautage dans le gouvernement de Nguyen Pham Long qui fait respecter tous les autres partis politiques nationalistes. C'est pour cela que Bon Lai a dû démissionner Nguyen Pham Long, hein, remplacé par un autre. Donc ça c'est à retenir. Hein. Sous le régime Nguyen Pham Long, il y a un noyautage au niveau du cabinet. Voilà. Après Nguyen Pham Long, il y a un autre, hein, c'est Nguyen Van Tâm. Nguyen Van Tâm, voilà, il est Premier ministre, c'est un anticommuniste très violent même, hein. Donc le fils est le général Nguyen Van Huynh, voilà, chef d'état-major général, voilà. Après c'est Bù Lộc pour quelques mois, hein, avant la conférence de Genève. Comme le pays est divisé en deux, il y a un changement dramatique, c'est pour cela que Bon Lai, hein, a dû inviter Gaudenzien, hein, voilà, comme Premier ministre avec plein pouvoir. Voilà. Alors justement, en 1932, Nguyen Xuyen n'a pas voulu intégrer le gouvernement sous Bảo Đại. Il est parti aux États-Unis, il revient en 1953. Selon vous, quelle a été sa motivation du retour de la famille Ngu des États-Unis, 1953? Oui. Nguyen Xuyen était Premier ministre, était ministre de l'Intérieur plutôt, du Bon Lai en 1932. Après 6 mois au pouvoir, il a pris sa démission, hein, parce que les Français n'accordent pas les pouvoirs au gouvernement vietnamien. Hein. Alors que le traité de Patenaude en 1885 a érigé l'Annam de Tonkin comme pays de protectorat, n'est pas colonie. Mais les Français ont usurpé une partie du pouvoir du gouvernement vietnamien, de l'école d'Anna. C'est pour cela que Nguyen Xuyen, quand il était devenu ministre de l'Intérieur, il demandait aux Français de rendre une partie de ses pouvoirs à l'école d'Anna. Mais les Français ont refusé. Bon Lai ne pouvait intervenir, comme on le sait, et puis Xuyen a pris sa démission. Et à partir de cette date-là, il s'est engagé dans une lutte, dans un combat contre les Français, espérant recouvrir l'indépendance, en militant avec les autres nationalistes. Et on sait ensuite que Xuyen a collaboré avec le prince Condé au Japon, voilà, avec les autres partis politiques, pour espérer
recouvrir l'indépendance du pays en chassant les Français. Hein. Mais c'est impossible. Jusqu'au jour où on se souvient de Bodai à Hong Kong, en 1947, Bodai a demandé à Diem de former un gouvernement. Parce que Bodai aime beaucoup, il respecte beaucoup Diem. Mais Diem refuse encore. Il a dit que le Bédalon, le traité sale, n'a pas beaucoup de valeur et les Français ne sont pas sincères. Donc il n'y a pas d'indépendance réelle. C'est pour cela que Diem a refusé l'offre de Bodai. C'est en 1947. Mais en 1953, comme la situation a évolué d'une façon dramatique, et Diem est très très inquiété par cette situation qui devrait amener à une perte du Vietnam. Et il est revenu en Belgique, comme ça, puis en France. Et Bodai l'a invité à revenir au pays pour sauver le pays, tout ça.